Au service du vin. C'est quand même bon l'effet que ça fait. Attends, je reviens, j'enregistre. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au service du vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Au service du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Je décortique avec mes invités leur parcours, leurs enthousiasmes, leurs difficultés, leurs réussites, leur demande des conseils pour débuter dans leur métier, un livre sur le sujet ou encore d'éclaircir un passage technique, viticole ou œnologique. Pourvu que ça groove. En effet, j'aimerais ouvrir les portes des mondes du vin et créer des passerelles pour tous. Nous pourrons aborder la sphère personnelle, la question du bien-être, les apprentissages continus, chercher des astuces pour une meilleure compréhension, une compréhension de leur monde. Mon objectif, que je puisse partager avec vous le monde merveilleux d'une bonne relation, offrir la possibilité d'apprendre, de se cultiver autour du vin. Aujourd'hui, comment se placer au centre des mondes du vin et y trouver sa place? Une forme de grand écart qu'Aurélie Soubiran exécute à la perfection. Nous avons parlé de vendange solidaire, d'art de vivre, de la terre et des humains qui s'activent dessus, de reconversion professionnelle, d'apprentissage, de motivation, de goût personnel. Une discussion sensible et qui donne envie d'en savoir plus. Si vous voulez communiquer avec moi, je m'appelle Yann Diologen et vous pouvez me joindre sur Insta @YannDiolo, Y-A-2-N, D-I-O-L-O. Let's talk with Aurélie Soubiran. Présenter Aurélie, c'est lancer des mots qui défilent à la vitesse d'une cascade fraîche dans un paysage de nature urbaine. Comme si un coin sauvage lié au tout est possible et qui rafraîchit en toutes circonstances. Même après 7 heures de train, tu dis, hier, une grosse journée. Elle se présente en couteau suisse pour vignerons ou au restaurateur. Elle est aussi, je trouve, une pince, une multiprise, solide, adaptable, à l'écoute, sensible et forte et capable de débouler les écrous, même les plus grippés. Des mots, oui, bien sûr. L'édition. Un temps, ce fut la rédaction d'un blog, Ma route du vin, Ma route des vins, je sais jamais. On peut savourer des portraits de vignerons, entre autres des escapades en forme de coup de cœur. Du sport, du vélo, comme taxi parisien, de la course à pied pour écouter un podcast, du yoga à 75 degrés, des mini-retraites pour aller marcher. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du bien-être, de la forme, pour se sentir au top, être au service du vin. Je me dis, Aurélie, que tu dois avoir une sacrée collection de chaussures. Non? Comme des talons rouges joliment dessinés sur ta carte de visite. J'imagine qu'elles sont toutes bien, tes chaussures, et surtout adaptées aux circonstances. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes comme chaussures? Ah ouais, des espadrilles compensées, très raffinées. Hein. C'est pas le modèle de base, c'est assez girly. C'est très joli. C'est-à-dire girly et confortable. Exactement. Voilà, chaussures pour une interview podcast. Alors, ce que j'aimerais savoir, ce qui me questionne le plus, c'est qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? Comment t'arrives à tout faire? Et surtout, comment gardes-tu cet enthousiasme qui te caractérise? Dis donc. Aurélie. Je m'attendais pas à ce genre d'introduction. La première question, du coup, je suis déjà... Eh bien, comment que ça se fait que tu bouges dans tous les sens comme ça? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? Je pense que c'est la question la plus difficile que tu pouvais me poser dans ce monde du vin, en fait, justement, dans pourquoi les vignerons, pourquoi le vin, pourquoi et tous ceux qui les défendent, donc les restaurateurs, les cavistes. En fait, il y a une espèce de, je pense, de choses complètement irrationnelles dans ce qu'on fait et dans ce qui nous motive aujourd'hui à travailler au service de ces gens-là, parce que c'est vraiment... Le nom de ton podcast, je pense, résume bien finalement nos métiers. Et quand je dis nos métiers, c'est tes métiers et les miens. Parce que finalement, je parle toujours des vignerons en disant qu'ils ont de multiples casquettes, mais plus ça va et plus je me rends compte que c'est notre cas aussi. Bien sûr. Et qu'on soit couteau suisse ou pince ou multiprise. Mais je pense qu'il y a quelque chose de, à la fois un amour de la terre, un amour du métier de paysan au sens le plus noble, et un respect très très profond de ça, une envie de racines, enfin tout ce qui va derrière.
ce paquet-là. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de très très humain. Et je pense que dans le vin, il y a et c'est vrai dans certains types d'agriculture, où il y a de la transformation. Et je pense qu'on peut retrouver ça chez un fromager, chez tous ces métiers où on va de quasiment de la terre ou de l'animal au produit, et où on va jusqu'à le vendre et à être en relation. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui tient à la fois au produit lui-même et à la fois au vivant, au sens humain et tout le reste qu'il y a derrière. Et du coup, c'est très compliqué parce que c'est des histoires, c'est des récits, c'est des parcours qui nous font vibrer, qui font qu'à un moment, on a envie d'aider, de défendre, de pousser, d'aller plus loin, de faire connaître, tout ça à la fois. Ouais, tout à fait. Et c'est là où, après, la notion de métier et de business au sens pur est parfois compliquée parce qu'allier les deux, des fois, ça peut paraître paradoxal, en fait. Ouais, carrément. Alors, la relation, les hommes, les gens, les paysans... Et si tu devais définir ton métier aujourd'hui un peu plus pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu fais, c'est vraiment lié, si je ne me trompe pas, aux événements et à la communication, un certain besoin de communication de tous ces gens que tu côtoies. Voilà. Oui. C'est ça. Il y a une partie qui s'est beaucoup développée, surtout on va dire cette année, la partie événementielle. Événementielle au sens, au début c'était plus l'événementiel à petite échelle, donc recréer justement des lieux de rencontre, des espaces de rencontre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. Un déjeuner vigneron que j'organisais sur Paris, 2 vignerons ensemble, une tablée de professionnels tout mélangés, différents quartiers, différents types de professionnels du vin, du caviste à l'épicerie fine, au restaurateur, au sommelier, un peu de journalistes, enfin, voilà, que des gens qui gravitent autour du vin dans le milieu parisien, du côté professionnel. Et avec 2 vignerons qui ont le temps de se raconter, de parler de leur cuvée et des conditions de dégustation bien plus confortables qu'en salon. C'est extra, ces déjeuners dégustation, parce qu'effectivement, on rencontre, on rentre en relation, et c'est une source de fermentation, quoi. Exactement, ouais. Et c'est une source de fermentation à plusieurs niveaux. Moi, ce que j'avais imaginé, c'était évidemment le vigneron lui permettre de valoriser son travail dans des conditions confortables, sans faire le commercial, le porte-à-porte, qui peut être extrêmement angoissant pour lui et difficile, et qui met rarement très bien en valeur les vins, finalement, et son histoire à lui derrière. Et puis c'était aussi offrir à tous ces gens de la restauration qui ont des vies avec des horaires incroyables et des semaines qui défilent très très vite, des moments de pause. Et ce que j'avais pas anticipé, et c'est ce qu'on observe, c'est finalement les liens que ça crée entre gens de métier. Finalement, dans ces moments-là, vous avez très peu l'occasion de vous croiser, à part dans des salons, et on n'a pas le temps de discuter, ou on n'ose pas. Et en fait, le fait de vous forcer à vous asseoir à côté à une table et autour d'un projet où finalement vous avez la même passion, ça a créé des rencontres et des échanges et des débats. Depuis, je dois être à une 30aine de déjeuners organisés comme ça. Et en fait, je m'en lasse pas, dans la mesure où à chaque fois, ça va être une atmosphère différente. Ça tient évidemment au vin, au lieu où on est, parce qu'à chaque fois on change, mais aussi évidemment à l'assemblée qui est réunie. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est génial. Donc il y a cette partie-là d'événementiel qui est vraiment, que je continue, et qui est vraiment dans recréer du contact et de l'humain dans ce monde du vin, et à Paris et ailleurs. Je l'ai aussi fait en région pour quelques vignerons, et après il y a la dimension plus, on va dire, festive, et qui est presque dans une dimension d'urbanisme et de lien social, de créer de la vie dans les quartiers. Le pilier, ça va être le vin et les vignerons qui vont venir pour une occasion, mais ça va être aussi finalement les commerçants de quartier, les habitants, les acteurs locaux. Et ça, je trouve ça absolument génial. Ouais, c'est bien, ça. J'ai fait un événement là dans le quartier du 20e avec l'épicerie Au Divin, qui avait très envie l'épicerie cave maraîcher, qui avait très envie de créer une synergie de quartier, de faire venir et en fait il avait l'envie d'offrir une fête à des vignerons. Et ce qu'on a créé, c'est qu'on a fait une fête, oui, mais on a surtout offert aux vignerons une image de Paris qu'ils voient rarement, que la province voit rarement en fait,
que même la banlieue voit rarement, et qu'il n'y a pas certains quartiers de Paris, c'est pas, évidemment on peut pas généraliser, mais il y a une ambiance village, et il y a un esprit village, et là ils l'ont vraiment constaté sur une journée entière de marché gourmand, de dégustation, etc. Et c'était ça qu'on a réussi, et avec des commerçants de quartier du coup qui offraient à manger. Enfin, il y avait la librairie qui jouait le jeu, et on est sorti de la dimension pure dégustation de vin et monde du vin pour aller aussi vers tout ce que ça englobe. Et moi c'est ce que la lecture, la littérature, les épices, les saveurs, le café, etc. Et en fait le vin c'est aussi ça. Par rapport peut-être à d'autres éléments. Les produits aussi, parce que voilà, tu parles du café. Le vin, c'est ce qui va accompagner ton repas. Et en fait, du coup, quand tu commences à mettre le nez dans un vrai vin d'artisan avec toute une philosophie derrière, ça t'ouvre le champ de tout le reste, en fait. Sûr. Et c'est ça qui est absolument génial. Oui, c'est là où il y a une infinité dans ton travail, dans le mien. Aller sourcer, aller dénicher, aller trouver les bonnes pépites, quoi. Et c'est là où je pense que... Mais oui, derrière les bonnes pépites, et surtout derrière les bonnes pépites, les vignerons ou les producteurs. Tu parlais des paysans, quoi. Exactement. Et alors, donc si je comprends bien, dans ton métier, tu vas au restaurant, tu dégustes des vins, tu rencontres des paysans, tu te déplaces donc en région. Ça a l'air compliqué, non, comme vie? C'est très compliqué. T'as pas le même bureau tous les jours, t'as des environnements super. T'as déjà entendu ça? Ton métier, c'est les vacances? Tu te balades? On n'a jamais osé me le dire, je pense. Mais je pense que j'anticipe et je le dis d'avant. C'est peut-être ça le secret de ta forme aussi, ton sourire, c'est la diversité. Le mouvement, bien pense. sûr. À la fois, j'ai besoin d'une routine et j'ai besoin d'ancrage. Et j'ai besoin de silence aussi. Tu parlais de retraite, choses comme ça. J'ai besoin de moments pour moi et de m'isoler, parce que c'est vrai que je suis très très entourée par mon métier, et que des fois, on va dire que le versant de ça, enfin, la petite part un peu, pas d'ombre, mais plus compliquée à gérer, c'est que des fois, j'ai aucune envie de sortir avec des copains le soir, ou les dîners de famille. Du coup, ça arrive un peu en soi, dans la théorie, ça me fait plaisir, mais en fait, des fois, je sature de repas, de monde, de bruit, de discussion, et comme mon métier c'est d'être disponible et à l'écoute pour tous les gens avec qui je travaille, finalement quand je retrouve mon cercle intime, des fois si j'ai trop poussé moi la barre côté pro, côté perso, des fois j'ai plus cette patience, cette écoute, et cette ouverture d'esprit, enfin cette curiosité, etc. Donc c'est là où il faut faire hyper attention, et des fois se mettre un peu en retrait pour pas perdre d'un côté ni de l'autre, en fait. Bien sûr, ouais. Alors, il y a un thème dans le métier qui me plaît bien aussi, c'est la reconversion professionnelle. Je me demande comment on en arrive à choisir des métiers dans les jeunes, et surtout comment on arrive à avoir l'audace. J'aimerais en tout cas entendre ton parcours là-dessus, parce que si quelqu'un se demande, tiens, je vais me changer de métier pour aller vers quelque chose qu'il prend au trip plutôt que quelque chose qui... je dis pas que toi tu t'ennuies dans ton ancien métier, mais... Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un autre métier, et comment on ose prendre une décision comme ça, parce que ça a l'air de bien t'aller. C'est rigolo, parce que je pense que ça fait peut-être 1 an, je ne saurais pas exactement dire, ça doit faire 1 an que je me présente plus comme en fait j'étais éditrice mais j'ai changé. Parce que je me sentais tellement pas encore légitime dans cet univers du vin, que pendant un moment, quand je me présentais, comment plus j'avais un métier qui n'a pas de nom, enfin... c'était compliqué, et pour dire bon coucou, je suis pas instaurer quand même un certain sérieux, et moi me mettre en confiance, c'était très voilà. Et en fait, je parle plus de ma reconversion, je sais pas quel moment de glissement s'est fait exactement, mais c'est plutôt justement pour moi bon signe que ça y est, je me sens à l'aise, même s'il y a encore plein de choses et que je sais toujours pas comment raconter mon métier. Parce que finalement la reconversion, c'est aussi une compilation de savoir-faire. On parle tout le temps de reconversion, mais toi, je sens que tu utilises bien toutes tes compétences acquises et accumulées. En fait, aujourd'hui, il y a et c'est là où en fait les choses, faut jamais trop les annoncer trop vite, mais je pense qu'aujourd'hui, à la fois, je parle plus. Enfin, quand je me présente, en tout cas, de but en blanc, il y a plein de gens qui ne le savent pas aujourd'hui que j'étais éditrice. Mais aujourd'hui, j'ai jamais eu autant conscience que j'utilise mes outils d'éditrice et de mes études, etc., dans des missions du quotidien. Là. Rien que ce matin, j'avais réunion téléphonique pour un brief d'illustration sur la refonte d'une charte graphique, des étiquettes, etc. Et là, mon boulot sur les couvertures de romans, évidemment, m'a servi. Et quand on parle de est-ce que ça va être imprimé en quadrille ou en machin, et des codes de l'édition, du coup, je panique pas, quoi. Non, tu sais,
ton avis. je retrouve ce qu'on m'a appris dans comment conduire un brief, comment accompagner un illustrateur sur des choses, et ça c'est génial parce qu'en fait c'est des choses qu'aujourd'hui j'utilise. Bien sûr, ouais. Et c'est là où ce monde du vin il est parfait parce qu'en fait on peut utiliser toute une palette de compétences et qui est... Après, ça dépend, on n'a pas soi-même toutes les compétences, donc il faut choisir. Mais voilà. Mais non, la reconversion, après, oui, pragmatiquement, il y a eu le jour où j'ai démissionné, où j'ai posé ma dème et où j'ai fait mon pot de départ. Donc oui, il y a un jour où c'est tangible que tu franchis un truc. Et après, finalement, ça s'est fait, comme tu dis, par compilation et par strat, parce que quand je suis partie, je savais que je voulais partir pour le monde du vin, mais je savais pas du tout pourquoi. Et je voulais étudier, je me suis offert tout le champ des possibles. Donc je savais pas du tout si j'allais partir dans le vignoble, si j'allais partir côté production, si j'allais partir côté commercial, si j'allais partir côté justement restauration ou bar à vin. Enfin, tout était possible pour moi. Et au niveau connaissances, t'as fait comment ? T'as ouvert des bouquins ou t'as fait appel à une école ? Je suis très scolaire, donc évidemment j'ai ouvert plein de bouquins, je me suis abonnée à tous les newsletters qui existent dans le monde, je pense, sur le vin. J'ai fait des concours pour gagner des séjours chez des vignerons, j'ai tout fait. Et surtout, en fait, j'ai suivi le conseil d'un vigneron. C'était le moment où moi je faisais mon espèce d'enquête métier, j'étais encore en poste. C'était ma période de les 3 mois avant que je quitte mon poste, où j'avais entre le jour où tu poses ta démission et le jour où tu pars. Ouais. Et du coup, là, ces 3 mois où à pleine balle, moi, je bossais, je faisais mon poste et j'essayais de boucler tous les dossiers, etc. Et dès que j'avais une minute de libre, par contre, c'était enquête métier sur le monde du vin et comprendre le monde du vin, qui est très proche du monde du livre, en fait. Et c'était très drôle. Plus j'avançais, plus je voyais les parallèles, en fait. Et il y a un vigneron, un salon parisien, qui me dit écoute, vu ta situation, toi, là, je vois, t'es un peu paumé quand même, tu veux partir dans le vin, mais tu sais pas du tout pourquoi, t'as encore beaucoup à apprendre, mais t'es sympa, il avait pas dit tout. Il me dit, moi, ce que je te propose, puis t'habites à Paris, avant de tout t'envoyer en l'air, va, le vignoble le plus proche, c'est la Champagne, rentre par la petite porte dans une maison de Champagne, chez un vigneron, il avait dit vigneron, pas maison. Va chez un vigneron de Champagne pour... 1, c'est pas loin. 2, c'est quand même là qu'il y a du budget, donc ils peuvent peut-être t'offrir un poste ou un demi-poste. Mais du coup, tu peux explorer un peu et avancer tranquillement dans ta C'est là que tu as croisé la maison Tarlan ? Un peu plus tard. En fait, c'est pas compliqué. Moi, je suis rentrée au bureau ce jour-là. Je devais y aller sur ma pause déjeuner à ce salon. Je suis rentrée au bureau et j'ai fait le truc le plus bête du monde. J'étais sur Google et j'ai marqué « Job Champagne ». Et je suis tombée sur une annonce d'une agence d'intérim qui offrait à la fois une formation de 6 semaines en lycée viticole. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout la notion des lycées réputés ou pas dans le monde du vin. Enfin voilà. Et il se trouve que c'était fait partie des 3 CFPPA les plus réputés de France. Donc c'est celui d'Avise. Et je n'avais pas bien compris moi à l'époque, mais voilà. Et 120 heures de formation contre, je crois que c'était dans l'annonce 4 mois d'intérim, en tant que guide-interprète pour une cave d'une maison de Champagne. Moi, je trouvais ça génial, ça me permettait de renouer avec les langues, que ça me manquait. Le côté touristique, je trouvais ça hyper intéressant. C'est le moment où le no-tourisme commençait à faire un peu de bruit. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Et surtout, il y avait de la formation. Et moi, j'ai avec plus 6 machin, j'avais pas très envie de me payer une formation à 5 000 €, sachant que je savais pas exactement ce que je voulais faire, quel secteur choisir. Je trouvais ça un peu compliqué de m'inscrire dans un truc sans être certaine. Et là, c'était un package, quoi. Et j'ai trouvé que c'était le bon deal. Et ça commençait 1 semaine après mon départ. Donc évidemment, je postule. J'ai été prise. Et évidemment, quand tu genre l'annonce, tu ne sais pas qui c'est. Et c'était pas du tout le petit vigneron comme l'avait conseillé ce vigneron qui m'avait donné le conseil. C'était une très grosse maison, pour ne pas dire la plus grosse. D'accord. Voilà, de Champagne. Et ce qui était une excellente école pour commencer en fait. Pour plonger. Ouais, pour plonger. Et donc en fait, je suis restée un peu plus de 6 mois en Champagne. Et c'est là que j'ai rencontré la maison Tarlan ensuite, parce que j'ai profité de ce séjour de 6 mois en Champagne pour aller voir un maximum de vignerons, de maisons, etc. Et parfaire ma connaissance de la Champagne en fait. Top. Donc, là, tu regrettes rien en fait quand t'as fait ça. Là, à la fois, j'ai pas eu le temps de réfléchir, c'était très très bien. J'étais sur le terrain, donc je vivais dans le vignoble. Je gagnais ma vie, ce qui était aussi quand même la question. J'avais démissionné, donc j'avais droit à rien. J'avais quand même un loyer parisien à payer, la transition assurée. Et en fait, j'ai eu une première formation qui était extrêmement qualitative au lycée viticole, hyper intense, sur 6 semaines. Et après, moi, je me suis formée en allant sur le terrain beaucoup, et c'est là qu'est né le blog. Bien sûr. Voilà.
Et après, je me suis payé d'autres formations dans les mois qu'on suivait aussi. Le blog, c'est super. Mais là, tu te retrouves dans une situation d'entrepreneur. En fait, tu es devenue entrepreneuse, paf, tu montes ta boîte, tu crées ton blog. Effectivement, le blog, c'était la première étape inconsciente de l'entrepreneuriat. Ouais. C'était l'envie de transmettre et de partager ce qu'on me racontait, toutes les histoires. Et ça a d'abord été d'ailleurs des métiers parisiens du vin. Une sorte de carnet de rencontres en fait. C'était pour moi mon journal de bord, ça m'obligeait à garder une trace et c'était une façon effectivement pour le coup très consciente de me former et ça allait tout aller très 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 vite. Et du coup je me suis dit si je prends pas des notes et si je prends que des notes, ça va pas suffire. Donc qu'est-ce que j'en fais? Et après il y avait à se superposer le désir de partager un peu ce qui me faisait vibrer et on en revient à ce qu'on disait au tout début, ce truc un peu irrationnel qui fait qu'on est parfois complètement hystérique après une rencontre ou une dégustation ou une visite de vignoble ou un professionnel du vin à Paris en fait. Et à la base le blog c'était ça, c'était les métiers du vin. Un petit peu ce que tu vas faire avec le podcast en fait. C'est un peu ça. Voilà. Il y a aussi cette dimension de partage. Genre j'ai envie de comprendre plus, apprendre plus, tu vois, et j'ai envie qu'il y ait une trace, et c'est vrai que... Et moi, ça permettait c'était aussi mon excuse, une façon de faire comprendre à mes proches, et ça allait très vite, c'était ma sœur, ma mère, qui comprenaient pas que j'ai quitté un poste en CDI, cadre sup à Paris, où tout le monde se battait pour avoir ce poste. Dans un milieu. Et du coup, tu démissionnes du jour au lendemain, ça fait un peu... Même s'ils ont confiance en toi, ils s'interrogent un peu sur ta santé mentale, et sur... Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? T'es en train de tout saccager. Et du coup, finalement, de raconter, ça permettait de me donner du sens pour moi, mais pour les autres aussi. Là, c'est génial. Ce que j'entends aussi, c'est que à écrire un blog, tu passes de l'édition ou de la production à quand même au métier d'auteur, quoi, tu vois, un peu comme si tu devenais vigneron dans 10 ans, quoi, par exemple. Exactement. Alors, on peut en parler, c'est pas du tout dans les projets. Mais effectivement, il y avait cette dimension-là, mais du coup, avec au début, une grosse difficulté, alors que j'adore ça, une grosse difficulté à écrire, parce qu'en tant qu'éditrice, on est tellement on se bride dans l'écriture parce que c'est pas notre boulot. Il faut que chacun reste. Enfin, moi, c'était en tout cas un de mes préceptes en tant qu'éditrice. Autant on va accompagner l'écriture d'un auteur, autant faut jamais prendre sa place. Et on va nous rédiger la 4e de couverture ou les arguments commerciaux, des choses comme ça. Mais ou l'aider à réécrire une phrase ou un paragraphe. Mais on va jamais. On se met dans la peau de l'autre à chaque fois et dans le style, etc. Et du coup, sa voix à soi, son style à soi. Inconnu au bataillon et à la rigueur on ne peut pas le savoir. Et du coup d'écrire, alors, sachant qu'en plus évidemment tous les auteurs avec qui je travaillais me suivaient de près et je savais qu'ils allaient me lire, c'était un peu terrorisant. C'est génial, doser avec tout ça, c'est énorme. Et donc ça t'a donné une liberté et surtout ce que je peux envisager, c'est de voir que tu côtoies plusieurs mondes dans le vin. C'est-à-dire que dans les mondes du vin, si tu peux nous raconter ça et nous expliquer, mettre des mots, dessiner ce monde, tu vois, qu'on ait des classiques bio, des traditionnels, des biodynamistes à tendance horoscopienne, des punks qui font des vins nature ou des rebelles libres, tu vois, plusieurs milieux. Et donc, quels sont ces milieux, puis comment tu fais pour naviguer là-dedans? Justement, t'es un peu... Je vois très bien où tu veux en venir, parce que c'est un sujet qui nous est cher à tous les deux, je sais. C'est vrai qu'il y a plusieurs, on peut dire qu'il y a plusieurs mondes du vin et si on prend un peu un point de vue très très éloigné, grand public, amateur, un peu lambda, qui va se protéger en disant qu'il n'y connaît rien, il y a les vins et puis il y a les vins bio, un peu soit des bobos, soit un peu punk, un peu machin, enfin il y a deux mondes. Après il y a plein de subtilités comme tu viens de les définir dans ces deux mondes-là, au sein de ces deux mondes-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être d'une part très complexant dans le vin. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est compliqué, inaccessible, snob, luxe, enfin plein de mots. Ils vont associer plein de mots qui font qu'ils vont se mettre très vite en retrait. Et le nombre de personnes qui ont des super caves à vin mais qui vont dire mais moi j'y connais rien. Ah ouais, ça j'en connais pas tant que ça. Enfin voilà, d'accord. Tu prends n'importe quel tonton, tata, grand-père qui va dire dès que tu parles un peu dégustation ou dès que tu utilises un mot technique sans le vouloir, qui va dire ah oui moi j'y connais rien, alors que c'est lui qui va acheter chez des vignerons, peut avoir une cave, etc. C'est quand même... Et après, il y a plein d'autres... voilà. Mais ce que j'ai remarqué, plus j'avançais dans ce monde du vin, moi j'arrive justement de cette connaissance hyper
flou, et puis j'ai bu du vin, ce qu'on appelle conventionnel, pendant des années, et sans faire la différence, et sans comprendre ce que ça voulait dire, et ce que ça impliquait, etc. Et quand on commence à mettre un vote dans tout cet engrenage, et qu'on rencontre justement des vignerons paysans, et pas des grands châteaux où il y a un chef de culture, un chef de chef, où chaque poste est découpé, et chacun est très très spécialisé, et qu'en fait, il n'y a plus un vigneron. Ouais, il y a des postes, mais il n'y a pas un vigneron derrière. Exactement. Et puis, voilà, après, il y a plein de subtilités, bio, pas bio, machin. Mais en fait, quand on commence à voir tout ça, déjà, c'est passionnant. Mais surtout, on se rend compte qu'il y a aussi un peu des chapelles et des communautés qui se tournent le dos. Et moi, je trouve que ça fait vraiment peur parce qu'au final, les gens défendent la même chose. Le plaisir de la table, de l'échange, de la gastronomie. Après, avec des valeurs qui sont différentes. Et j'ai envie de dire, tant mieux, il faut tout pour faire un monde. Après, il y a des valeurs que je n'ai évidemment pas envie de défendre et que si on dézingue les sols et la planète, à un moment, autant être pointé du doigt. Mais il y a plein de nuances. On peut considérer que c'est pas une mode. Voilà, par exemple. Mais il y a plein de nuances. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que ça dans le vignoble. Et des histoires de transmission, des histoires d'écologie, des histoires de région, où c'est beaucoup plus difficile, quoi qu'on dise, de passer en bio. Et que le label bio ne veut pas tout dire, et que c'est pas parce qu'on est en conventionnel qu'on est un saligo de la terre, qu'on peut ne plus utiliser aucun produit, mais s'autoriser ça ou ça. Enfin, il y a plein de choses en fait qui... Ouais, tu nous parles vachement de viticulture. Ouais. Mais si on reprend ton consommateur profane, comment on pourrait l'aider? Comment tu pourrais lui dire quelque chose pour qu'il rentre dans le monde du vin? Par quelle porte? Est-ce qu'il faut rentrer par la viticulture et aller voir les vignerons? Ou est-ce qu'il faut goûter? Parce que le goût du vin, il existe aussi. Et c'est pas parce qu'on fait un vin... comment on s'éduque sur le goût? Ouais, ma réponse, elle est assez tranchée là-dessus, c'est aller voir les vignerons parce que j'aime trop les vignerons. Et que je trouve que c'est là qu'on comprend plein de choses, en fait. Et je pense à ça, mais tu animes des ateliers aussi? J'anime des ateliers aussi. Là, ça arrive. C'était un des projets initiaux qui a un peu avorté, où je faisais des dégustations à domicile. Il y a tellement de choses qui se sont faites dessus depuis que ça, c'est quelque chose que j'ai laissé tomber. C'était trop logistique, c'était trop annexe en fait à tout ce que je faisais. Mais par contre, là où je garde ce plaisir du partage et de la pédagogie et de la transmission, c'est les ateliers que je fais chez toi, au caviste sur le pied de l'échelle. Oui, parce que nous, on s'attache finalement à faire beaucoup ça. Toutes les semaines, t'en fais et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est un des lieux où on réunit à la même table de dégustation des gens. Moi, je suis épatée. Chez toi, il y a des habitués qui viennent, qui s'inscrivent. Au lieu d'aller au yoga toutes les semaines, ils font l'atelier dégustation au sourire au pied de l'échelle toutes les semaines. Je trouve ça génial. Et après, il y en a dont ils se l'offrent et c'est leur première initiation à la dégustation. Ils font ça une fois dans leur vie, ça se trouve. Mais ça réunit autour de la table des néophytes et des passionnés. Et c'est complètement possible dans le vin. Exactement. Et c'est là où il faut faire des passerelles. Et autour de la table, on va avoir des gens qui sont très très engagés dans une certaine philosophie, dans leur manger, dans leur plein de choses, dans leur vie. Ils circulent à vélo, ils mangent bio, etc. Et dans le vin, du coup, ils vont très vite aller vers ça. Et d'autres qui n'ont pas du tout cette vision-là, mais qui, du coup, par le goût, en fait, c'est là où, pour répondre à ta question, oui, aller voir les vignerons, c'est là où vous progressez le plus et apprendre, et vous apprendrez le plus de choses. Mais c'est aussi par le goût qu'on peut se réconcilier. Si on est honnête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est bon parce qu'il y a une belle étiquette et qu'on l'a payé cher, ou parce qu'on sait que c'est bio et qu'on est pro-bio, justement, et c'est ça qui est bien d'ailleurs dans les ateliers que tu organises, c'est que la règle c'est qu'on déguste toujours à l'aveugle. Oui, on organise. Et puis ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est le côté rendre accessible et expliquer les choses tout le temps. Et la viticulture, c'est quand même un gros pan qui est, pour revenir au mot mode, qui n'est pas une mode en fait de vouloir faire plus attention à cette planète, plus attention aux nappes phréatiques, mais plus attention... Moi, même si c'est une mode, ça, en fait, c'est ce que je dis, enfin, je me trompe peut-être, mais même si c'est une mode, ça me gêne pas. C'est-à-dire que si c'est pour une raison marketing ou pour coller à une mouvance qu'un vigneron d'un coup passe en bio, et ben en fait tant mieux parce que ça tire vers le haut. En fait. Après, j'espère que du coup il va y croire. J'ai un peu cette naïveté-là de me dire à un moment, de toute façon on avance et on va observer des choses et ça fait bouger les lignes. Et si c'est peut-être pas pour les bonnes raisons initialement, bah au moins ça avance en fait. Et c'est la politique de la carotte et du bâton. Et comment tu vois l'avenir de ce monde du vin, du coup, de cet immense marché? Tu crois que ça va continuer à voler vers de quel côté, comment?
Ça avance à pas de géant aujourd'hui vers le bio et la nature. Ouais. Ce qu'on va appeler nature et qui est pas homologué. Mais oui, quand on voit des très grands groupes comme Gérard Bertrand, qui a je sais plus combien de centaines d'hectares en 600, biodynamie, 800, voilà, c'est un truc énorme. Voilà. Après, il y en a plein qui vont dire oui, mais à cette échelle-là, c'est plus de la biodynamie. Bon, déjà, il faut aller vérifier. Parce que tous ceux qui disent ça, ils boivent plus de Gérard Bertrand ou ils en ont jamais bu de leur vie. Oui. Alors, je suis pas en train de prendre sa défense, mais en tout cas, j'ai envie de dire, moi-même, en ce moment, c'est un de mes objectifs, j'ai très envie d'aller visiter et goûter ces domaines-là. Et tu as raison de la production. À mon avis, là où tu as raison, c'est que la production, la qualité et le savoir-faire œnologique des vins, à mon avis, tu vas tomber sur des vins qui risquent de te plaire. Hein. Qui risquent de ne pas avoir de défaut, en tout cas. C'est sûr qu'on risque de tomber dans des vins un peu technologiques où il n'y a pas de risque, en fait, où tout est bordé et on n'est pas du tout dans les mêmes outils qu'un vigneron paysan tout seul avec ses 2,5 hectares peut se permettre. Ouais. Mais encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Et c'est aussi ces gens-là qui on va avoir le temps, le personnel, le machin pour aller plaider des causes dans les syndicats, au niveau de l'Europe, à plein de choses. Et dans ce cas, si eux, ils sont convaincus pour X raisons qu'il faut aller vers le bio, tant mieux. Parce que du coup... Bien sûr, bien sûr. J'aime bien tout ce pan-là de ta personnalité qui va vers l'entraide, la solidarité justement, donc plutôt les petits vignerons en général. Et ça m'amène sur Vendange Solidaire. Qu'est-ce que c'est Vendange Solidaire? Qu'est-ce que tu y fais? Alors, Vendange Solidaire, c'est une association qui a été créée en 2016 par deux personnes travaillant dans le monde du vin à Paris, donc Julien Fouin qui est bistrotier et ancien journaliste gastronomique, et Romuald Cardon qui est agent de vigneron à Paris. Et ils ont fait le même constat en 2016, c'était suite notamment à la grêle dans le Pic Saint-Loup, et puis il y avait eu du gel aussi cette année-là dans le vignoble de Loire notamment. Et ils avaient le constat c'était septembre ou octobre, ils mangeaient ensemble et plusieurs vignerons avec qui ils travaillent depuis des années n'auraient pas de cuvée à vendre, n'auraient pas de vin à vendre dans les mois à venir suite à ces catastrophes climatiques. Et ils se rendaient compte que à la fois pour le bistrotier, son personnel en salle ne voyait pas où était le problème et ne comprenait pas, et que le grand public derrière n'allait pas se rendre compte finalement, tel vin a disparu, on va remplacer par un autre. Bien sûr. Et qu'en fait la pédagogie de la réalité de ce que ça signifie en fait une catastrophe climatique ou on peut ranger dans la catastrophe climatique, pour un vigneron, en fait y a un travail énorme à faire. À la fois pour les aider, ces vignerons peut-être, mettre en place quelque chose, mais aussi pour faire expliquer et faire de la pédagogie au grand public sur le vin, ça veut aussi dire ça en fait. Quand il se passe quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui perd une année de récolte et donc c'est des salaires, c'est des investissements, c'est peut-être de nouveaux emprunts encore à la banque, c'est très très lourd. Et ils ont mis en place une association pour aider les vignerons, récolter des fonds, aider des vignerons dans certaines conditions, etc. T'es assez actif dans l'asso, hein? Comment ? Tu es très actif dans cet asso. Et en fait, effectivement, je suis arrivée moi après pour aider sur un coup de fil, puis sur une relance, puis sur un machin. Et aujourd'hui, on est 5 dans l'association et moi je m'occupe de toute la communication, de tout le relais des actions et de pas mal de choses et de la mise en place de certains projets. Et aujourd'hui, au-delà de l'aide qu'on apporte là on est la 3e année où on aide des vignerons, donc on en est à... Je sais pas, au total, à la louche, 250 000 euros récoltés et un peu moins de redistribués, puisqu'on se garde toujours un fonds pour nous, le fonctionnement de l'asso. Et on est sur, je sais, il faudrait que je compte parce qu'on est en train de boucler la 3e salve, mais on est sur plus de 50 vignerons aidés en fait. Ouais, bravo. Alors, aider à des niveaux très divers, ça va de 500 euros à 5 000 euros distribués, c'est des enveloppes très diverses. Et à chaque fois c'est vraiment pour des raisons particulières? Ouais, à chaque fois, une des conditions, il y a tout un cahier des charges, mais une des conditions c'est d'accompagner un projet. C'est d'aller vers l'avant, c'est de soutenir un vigneron qui est dynamique et qui n'est pas en train de mettre les clés sous la porte non plus, sinon ça serait... un peu gâcher l'argent des donateurs. Et un autre volet là, qui me tient beaucoup à cœur et qu'on est en train de mettre en place pour cet hiver, c'est donner une dimension plus de plateforme d'échange à l'association pour les vignerons et pour les professionnels du vin, mais surtout pour les vignerons, parce qu'on se rend compte que nous, en fait, avec l'asso, on s'est beaucoup penché sur les questions notamment du gel. C'est quand même un des fléaux des dernières années pour certaines régions. Et on se rend compte qu'il y a eu aussi le milieu l'année dernière qui nous a fait avancer sur cette réflexion, où en fait, il y a des grosses disparités dans le vignoble sur la façon d'appréhender
ces catastrophes, Ah oui. enfin ces dangers climatiques. C'est quoi les... Très concrètement, le mildiou, c'est des choses que les gars de la Loire ou de la Bourgogne savent très très bien gérer. Ouais. Ils ont les pulvérisateurs, Ils très ont bien. le Ils savent, matériel. ça n'empêche pas les craintes et plein de difficultés, mais ils ont les pulvérisateurs qui sont adaptés. Ils savent exactement s'il y a une fenêtre une opportunité de traitement, il ne faut pas la louper. Si c'est un dimanche matin, on met tout en place pour y aller, c'est pas grave, etc. Et Alors, les gars du je rappelle Sud. juste vite fait que le mildiou, c'est une maladie de cryptogamie, c'est-à-dire c'est un champignon qui attaque la plante. Voilà. Et donc, Et il y a quand plus on ou moins est, de traitement. Voilà. notamment quand on est en bio, le seul traitement c'est le cuivre, C'est le et c'est un traitement de contact. Et donc s'il pleut, c'est lessivé et il faut retraiter, sinon Faut ça sert à passer rien. régulièrement. Et donc des années très très humides, dans des saisons, en fait c'est un champignon, donc Mais ça il est adore chaud, la voilà. chaleur et l'humidité. C'était le cas en 2018. En 18, voilà. Et en fait c'était le cas en 2018 dans toute la France. Donc les régions qui ont l'habitude, elles ont bataillé, mais elles ont plutôt sauvé les meubles, voire ont fait mieux que ça. Et par contre les régions du Sud, Rhône oui. Sud, Languedoc, Bordelais, Le Bordelais, ouais. se sont fait massacrer. Ouais. Et quand tu les écoutes, en fait, ça va, ils avaient soit ils se sont fait critiquer, ils ont pas assez bossé, etc. C'est plus compliqué que ça. Certes, il y en a qui ont peut-être pas assez bossé, mais c'est surtout que certains n'avaient pas les réglages adaptés sur leur pulvérisateur, voire le bon pulvérisateur, etc., etc. Et il aurait peut-être suffi, quand ça commençait à se corser et qu'ils savaient que ça commençait à être une saison très compliquée sur le mildiou, de se mettre en contact avec d'autres vignerons avec beaucoup plus d'expérience là-dessus. Donc ça ferait la plateforme d'échange en fait. Voilà. Allô, la Loire. Voilà, exactement. Comment vous faites vous les gars? Voilà. Et puis après sur le gel, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a plein de solutions contre le gel. Des nouvelles solutions, des choses qu'on connaît pas? Des choses nouvelles, des choses qui se font dans les vignobles du Nouveau Monde, des choses qui sont pas toujours autorisées en France aujourd'hui. Ah oui, comme quoi? Alors j'ai plus tous les exemples en tête. J'avais bossé le dossier moi il y a plus d'un an et je suis en train de le ressortir. Mais alors des fois c'est pas autorisé, des fois c'est des machines qui n'existent pas donc il faudra importer, etc. Mais des espèces d'éoliennes mais améliorées qui diffusent aussi un produit. Enfin il y a plein de choses. C'est pas un produit chimique, parfois c'est juste de l'aspirine qui est il y a des choses en fait toutes bêtes après qui peuvent coûter très cher et dont l'efficacité est encore approuvée. Enfin voilà, il y a à la fois de la R&D à faire, mais il y a aussi tout simplement des échanges d'expériences à faire et des retours d'expérience à mettre sur la table parce qu'il y a des vignerons qui font leur truc dans leur coin aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a les bâches, il y a les éoliennes, il y a les tours anti-gel, enfin il y a J'ai vu des vignerons il y a avec les des tuyaux d'eau hélicoptères, chaude. il y a évidemment les bottes de paille, il y a l'aspersion, il y a les bougies, il y a différents types de bougies, plus ou moins écolo. Très bien. Il y a plein de solutions. Bien sûr. Il y a plein de types de gelées aussi, c'est ça vrai. aussi. Et en fait, je pense qu'il faut mettre autour de la table des experts climat, des experts en masse aussi d'air, etc. Il faut des ingénieurs, et tous ces gens-là, en fait, il faut à un moment les convoquer, les mettre autour d'une table et ramener des vignerons de différents vignobles qui ont testé différentes choses, qui ont des problématiques parfois aussi différentes, évidemment. Les gelées de Bordeaux ne ressemblent pas aux gelées de Chablis. Voilà. Et en fait, mais cela dit, dans les observations, et là on a eu plein de gel, donc c'est génial, on a plein de matière à exploiter. Je pense qu'on peut progresser. Et pour ça, à un moment, le vigneron tout seul, il est dans c'est toujours pareil, il va peut-être, au mieux, il va échanger avec ses voisins. Au mieux du mieux, c'est un vigneron qui est dans des super groupements de vignerons, dans des super salons, avec plein de vignerons qui bossent bien, et ils vont échanger dans un coin de table à un moment, et 2-3 astuces, et se rappeler plus tard. Mais ça reste hyper isolé, et c'est un peu toujours les mêmes. Et si on veut justement tendre la perche à ceux qui n'ont pas le temps, qui sont noyés par le boulot, qui, une fois le gel passé, paf, il faut qu'ils enchaînent, ils ont les traitements, la taille, les machins, les trucs. Un sommet mondial de la... On va faire le G20 du gel. Non, mais on est en train d'organiser on va refaire une grosse vente aux enchères pour récolter des sous cet hiver. Et en amont de la soirée vente aux enchères, on va essayer d'organiser toute une journée un peu d'échange. Ce sera un premier pas pour faire avancer la sous. Comment on peut suivre le réseau? Comment on peut l'aider? Alors il y a le site, tout simplement vendangesolidaire.com. On peut prendre une adhésion à l'association. Et depuis ce printemps, on a mis en place un système d'adhésion. On peut avoir sa carte de membre annuelle, c'est 20 €. Pour être membre bienfaiteur, c'est 30 €. Et du coup, on a une affiche de l'illustrateur Davodo en cadeau. Super. Voilà. Et c'est une adhésion qui n'engage en fait à rien à part soutenir l'association et suivre l'actualité. Et après, il y a les réseaux. Un autre truc, un dernier petit mot là sur l'asso, tu avais rencontré des difficultés, tu m'as dit une époque, est-ce que c'est toujours le cas, d'identifier dans le monde paysan qui
a besoin d'aide. Ouais. Est-ce que faut toujours faire remonter de l'information? Alors de moins en moins, heureusement, depuis 3 ans, tout simplement au début, personne ne savait qu'on existait. Donc c'est vrai. savoir que coucou, on a 50 000 € à distribuer et en fait on n'avait aucun dossier, aucun vigneron qui se manifestait. Donc on savait que certains avaient morflé, mais personne venait vers nous, donc c'était un petit peu frustrant. Et là on s'est aidé sur des vignerons un peu ambassadeurs pour chaque région et surtout depuis on a fait un gros boulot de com pour se faire connaître davantage, etc. Et là cette année ce qui était assez satisfaisant c'est qu'il y a plein de dossiers qui sont venus à nous. Alors certains qu'on a dû refuser, ça ne rendait pas dans les critères, mais en fait, et surtout là où c'est satisfaisant, c'est que sur les 5 dossiers reçus, il y a 4 vignerons qu'on connaissait ni David Adam, aucun de nous dans l'asso, et là ça veut dire qu'on a progressé parce que c'est plus notre réseau, on a ouvert le champ, et ça c'est vachement bien. Mais il y a encore une marge de progression. J'imagine, à la fois dans les dons et à la fois dans... à tous les niveaux, mais bon, ça reste une asso, on avance avec comme on peut. Bravo. Pourvu que ça dure. Exactement. J'ai noté des questions là. Est-ce que le vin est plus important que les hommes qui le font, ou est-ce que comment est-ce que tu vois cet équilibre? Je m'explique. Le vin, c'est le goût du vin, la matière vin, or comme un résultat, tu vois. Donc tu pourrais être passionné d'une collection de livres ou une collection de CD, de musique. Mais est-ce que, comme dans la musique par exemple, est-ce que l'artiste qui fait le vin, ou l'auteur, tu vois, il y a cette relation-là dans le vignoble, dans cette dimension du vin que nous on pratique. Et donc la question c'est comment vois-tu cet équilibre? Qu'est-ce qui prend le pas? Est-ce que la relation parfois prend le pas dessus? Et j'ai une autre question embêtante aussi, une question qui me fait dire est-ce que parfois tu as déjà refusé là, dans ta nouvelle entreprise, est-ce que tu as déjà refusé de travailler pour quelqu'un qui n'était pas en accord, tu vois, ou des vins qui te satisferaient pas d'un autre côté, tu vois? Ça doit être difficile quand même parce que tu es sollicité, tu n'es peut-être pas forcément en adhésion avec tout le monde. Aujourd'hui, les choses se sont... en fait, comme c'est beaucoup du bouche à oreille, tous les contrats que j'ai eus... Excellente réponse. Aujourd'hui, j'ai pas eu à refuser. La question commence à se poser. Pour certains contacts où je suis plus toujours en phase avec... très clairement, je pense que ça se fera un peu naturellement, en fait. Je crois qu'en fait, il y a cette intelligence quand même dans le monde du vin. Oui, c'est un instinct peut-être. Où en fait on s'entend, et c'est là où ça répond quelque part aussi à ta première question, où c'est quand même l'humain qui décide beaucoup de choses que je trouve très rassurant, et le lien humain. Et du coup, ça veut pas dire que je vais devenir pote avec tous les gens avec qui je travaille, mais il y a des valeurs et des choses qu'on partage, et ça se comprend. Et c'est comme c'est beaucoup le bouche à oreille qui a créé mon activité finalement. Aujourd'hui, il y a une logique et une homogénéité finalement dans la philosophie des gens avec qui je travaille. Même si tous se connaissent pas et tous seraient pas copains entre eux, heureusement. Mais quelque part, quand je me fais la liste, c'est plutôt le désir inverse. Il y en a beaucoup que j'aimerais faire rencontrer et que je rêve de créer des fois des parrainages entre les gens que je rencontre en me disant mais tiens, lui il irait trop bien ensemble, il faut qu'ils échangent sur ça et ça. Et ça j'adore. Ça c'est la partie un peu... le bonus que je donne à mon activité, qui est évidemment pas quelque chose que je vais chiffrer et rentabiliser ou quoi, c'est pas du tout l'idée, mais par contre la mise en contact et la mise en relation de gens ça c'est trop génial. Plaisir, quand ton intuition est bonne, en tout cas se vérifie, c'est que du bonheur. Ça te permet de créer des choses qui n'existaient pas avant, quoi. De performer dans les relations. Et donc toujours à propos de vin, mais là de manière plus personnelle, qu'est-ce que ton vin à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que t'aimes dans le vin, quel est le goût du vin que t'aimes, comment tu pourrais définir, j'aime bien dire, au fait le bon c'est quoi, mais le bon c'est quoi pour qui et quand, n'est-ce pas mais quand même, si tu devais décrire un goût, là, si on parlait plus de viticulture et si on parlait vraiment de vin, comment tu pourrais décrire qu'est-ce que tu cherches dans un vin? Je pense que aujourd'hui là, après une saison un peu dense et j'arrive un peu en bout de course là, je crois que là justement ma réponse ça serait à la fois très simple, peut-être un peu obscure, mais je crois que je cherche la sérénité dans un vin. Ah génial, c'est extraordinaire. Tu vois, le vin m'offre une pause en fait.
Super. Ouais. Méditatif, peut-être posé. À la fois la simplicité qui fait que tu te poses pas de questions quand tu commences à le déguster, que tu le découvres, et à la fois la complexité qui fait qu'en fait, finalement, tu t'y attardes et qu'en fait, t'arrêtes de manger, t'arrêtes de parler, t'es avec ton verre de vin et t'as juste envie d'y passer du temps. Et du coup, tu t'offres un ralenti grâce à ton verre de vin. Trop cool. C'est génial. Je veux bien que tu me le trouves là pour, alors je vais chercher pour là ce soir. On va passer à la cave après. Le défi. Tu m'étonnes. Et est-ce que t'as déjà vécu des... Est-ce que tu pourrais nous raconter le souvenir d'une odeur, par exemple, ou la rencontre avec une odeur, ou un vin qui t'a créé une réminiscence, par exemple, tu vois? Ouais. Je me souviens plus du nom de la cuvée, mais je me souviens du vigneron, enfin de la vigneronne en l'occurrence. Et c'était tout début. C'était en 2016. Pendant les vendanges, je faisais les vendanges à Saint-Émilion. Et le vigneron a été hyper généreux, Pierre Mirande. On était une toute petite équipe parce qu'il vendange à la machine, mais il tient à garder la tradition de manger tous ensemble, d'ouvrir des... Voilà. Et il y a des parcelles qui vendangent à la main, donc des fois on était avec des voisins, des amis. Enfin, c'était très enrichissant justement pour comprendre que vendanger à la machine, c'est pas forcément des grands méchants derrière. Enfin, ça permet d'ouvrir un peu plein de débats, mais voilà, c'est pas ta question. Mais un midi, il a ouvert un vin, il l'avait carafé, donc j'avais pas vu ce que c'était. Et on avait une belle viande grillée, on était 3, son bras droit, lui et moi. D'accord. À table avec notre belle viande et là je mets mon nez dans le verre et là j'étais parachutée en enfance, mais alors un truc incroyable, des odeurs de pinède, de sel, de mer, mais de montagne en même temps, enfin j'étais complètement perdue et là j'ai perdu pied, je l'écoutais plus quoi, il était en train de parler et il a vu et j'ai dit mais c'est quoi ce vin? Et en fait c'était pas... C'était tout simplement un vin du sud des Pyrénées et du Roussillon et c'est là que j'ai passé toute une partie de mon enfance et qu'il y a encore ma grand-mère. Super. Et en fait c'était le vin de Domaine Vaquet, donc d'une vigneronne je crois qui s'appelle Frédéric et que j'ai jamais rencontré encore, c'est un projet, mais c'était drôle parce que je m'y attendais pas en fait. Et c'est là où... Parce qu'il y a des bouteilles où tu as des émotions, mais tu te prépares à cette émotion. Donc ça, tu triches un peu. La première fois que tu bois tel vigneron que tu arrivais de déguster, tu te conditionnes. Là, on ouvrait beaucoup de bouteilles, c'était un peu... à la fois, on bossait beaucoup, mais on dégustait beaucoup. Enfin, c'était génial comme quinzaine. Mais celle-ci, là, j'ai vraiment été surprise par le vin. Elle est venue te cueillir, quoi, cette bouteille. Ah ouais. Et je ne saurais plus dire à quelle cuvée c'était. Je pense que j'ai une photo, j'avais dû prendre une photo là. Ce qui est extra, c'est que tu as encore le souvenir intact. On peut vraiment sentir l'ambiance, les arômes. Et là, pour le coup, je me souviens que j'ai passé du temps sur mon verre. Ouais, puis dans ton monde et dans ta bulle. Ouais, et à comprendre. J'ai pas tout de suite compris que ça me rappelait ça. Enfin, c'était. Ouais. Ah oui, c'est venu par... C'est par strat en fait. Attends, je suis perdue. Et puis du coup, ça a d'abord été l'émotion. Mais l'émotion un peu genre pouf, gros truc de nostalgie. Et puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe là et après tu dis mais attends, je suis chez mamie là. Et c'est génial. C'est extra. Extra. Tu fais une collection personnelle de vin? Tu t'achètes un peu de vin pour chez toi? T'as une cave à vin? Ouais, j'ai une cave. C'est surtout... J'ai une cave, après comme j'ai beaucoup déménagé ces derniers temps, à un moment je l'ai soldée. J'ai ouvert toutes les bouteilles avec des copains et vendu les autres, ou donné, offert à toutes les autres parce que je pouvais pas tout déménager. Donc je la recommence. Ah chouette, donc tu collectionnes un peu quand même. Ouais, un petit peu. Après, c'est pas ma passion de collectionner. Très souvent je me dis tiens, tel vigneron que j'adore aujourd'hui, ça serait quand même chouette si je m'en mettais moi quelques bouteilles de côté pour avoir le plaisir de la rouvrir dans quelques dizaines d'années. Parce que je suis sûre qu'il y a un potentiel, mais aujourd'hui c'est un projet. Ouais, t'es peut-être dans le feu de l'action. Je suis encore un peu dans le feu de l'action, mais faudrait que je l'organise mieux. Ouais. Après, mon amoureux le fait un peu pour moi, il le sait. Bah super. Donc du coup, il m'a caché des bouteilles que j'aimais pour être sûr que je l'aimais. Ça, c'est cool. Ça, c'est un bon amoureux, c'est cool. Et est-ce que t'as croisé quelque chose qui serait urgent qu'on goûte, nous, dernièrement? En ce moment, je suis quand même très
très très obsessionnée. En obsession. Non, je fais un petit peu une obsession sur le sud-ouest, où j'ai encore envie d'aller découvrir beaucoup de choses. Ouais. J'y retourne cet été. Ah, génial. J'en viens. Là, c'était vraiment un rendez-vous express. Mais une de mes cuvées vraiment préférées, que d'ailleurs je veux regoûter là, c'est la cuvée Négrette Poulju de Marc Pénavert, Marc et Thibaut Pénavert à Fronton, domaine Plaisance. C'est une variété ancienne du cépage Négrette qui s'appelle en patois Négrette Poulju, parce que tout simplement Poulju ça veut dire pointu, et que la baie elle est très rigolote, elle est complètement adaptée à sa région, elle est en forme de ballon de rugby, elle est ovale avec des petites extrémités pointues. Et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment le petit raisin pointu des deux côtés, et c'est un cépage qui avait été arrêté pour plein de raisons. Notamment parce qu'il montait peu en alcool. Et aujourd'hui c'est super parce que on a des vins qui chargent vite avec le réchauffement climatique. Super. Et là souvent la cuvée 100% de mon Négrette Poulju elle est à 10,5, 11 maxi. Et à l'aveugle, je l'ai fait à l'aveugle et en face les gens étaient sur la Savoie. Sur le Jura, pardon. Sur le Jura. Ah oui, à cause d'une fraîcheur un peu comme un fraîcheur, trousseau. Ouais, exactement. Une fraîcheur et un côté très terroir dans les arômes. Très, à la fois une finesse et... Ça donne immédiatement envie. Hein. Voilà. Voilà, alors j'en dis pas plus. Tu vas courir là-bas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite cuvée. Bon, alors forcément, on a navigué un peu dans ta sphère personnelle, tes goûts et tout ça. Je vais continuer, mais pas forcément. J'aimerais attaquer les livres, si tu as des recommandations, ou à la fois un livre qui t'ont accompagné, un livre ou deux qui t'ont accompagné dans ton parcours, ou un livre actuel ou deux que tu trouves vraiment très bon, qu'on peut se fournir maintenant. Peut-être, tu vois, un immanquable ou deux. Dans le vin ? Dans le vin, bah ouais, ou pas d'ailleurs. Parce que ça pourrait très bien être... Non, ou pas, ça pourrait être très bien une... Je me nourris beaucoup de choses qui ne sont pas dans le vin, je trouve que c'est important. Ah, génial. Bah, mais dans le vin, oui, l'immanquable, et c'est pas du tout un scoop, c'est évidemment Les Ignorants de Davodo, la bande dessinée de Davodo. Et, génial. L'initiation croisée d'Étienne Davodo et de Richard Leroy, donc vigneron de la Loire, et Étienne Davodo, grand auteur-illustrateur de bande dessinée. Et qui a été réimprimé plein de fois, réédité plein de fois, et qui est le livre qui réunit tout le monde d'ailleurs. Moi je l'ai trouvé chez des conventionnels, je l'ai trouvé chez des bios, je l'ai trouvé chez des amateurs, chez des néophytes. C'est la bande dessinée qui réunit tout le monde en fait. Et ça je trouve ça que moi j'ai offert plein de fois, que j'ai offert à des vignerons, que j'ai offert à mon père, et qui est la bande dessinée qui je pense a été un déclic pour moi, de façon sur le vin très caricaturale. Ouais. Génial. Quand j'étais éditrice. J'ai tellement lu de BD après avoir lu cette parce que tu sais à la fin il y a une sorte de sommaire. Moi j'ai lu tous les Davodo depuis. Ah bah voilà. Par exemple. Qui n'ont rien à voir avec le vin, les autres. J'ai découvert Trambay, j'ai découvert plein de dessinateurs, tu vois, d'artistes grâce à cette liste. Bah oui, parce qu'il y a l'initiation sur le vin, il y a l'initiation sur la bande dessinée, sur le milieu d'édition, sur Futuropolis, sur le 6e arrondissement. C'est génial. Et en fait, moi j'adorais parce que ça me faisait rire parce que j'étais éditrice et je trouvais ça génial la façon dont c'était raconté et vécu par le vigneron. Mais du coup, j'avais aussi la façon dont le vin était raconté et vécu par l'illustrateur. Donc t'avais double. J'avais cette double initiation, mais elle était, et c'est la bande dessinée qu'on peut relire 1000 fois parce qu'en fait on va, suivant son cheminement, on va lire, il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. C'est sûr. Et il y a à la fois une simplicité, une bande dessinée qui est extrêmement accessible, c'est ça qui est le plus fort, et en même temps le nombre de vignerons qui me disent mais je la relis tous les ans. Ah oui, carrément. Et là tu te dis ok, bravo. Super. J'étais hyper fière quand Davodo a accepté de nous faire une illustration pour Vendange Solidaire. C'était grâce à Michel Tolmer, qui est lui-même illustrateur bien reconnu, qui l'a sollicité. Et aujourd'hui, là, si tu deviens membre bienfaiteur de l'association, tu as une affiche magnifique en couleur sur un super joli papier choisi par Michel. Tu ferais pas de la com, toi ? Ouais, non. Que du partage. Mais et après, dans les à froid sur les lectures qui m'inspirent, là, j'ai tellement envie de partir en vacances avec ma valise remplie de livres que je saurais pas te dire. Là, je suis un peu prise de court. Je suis juste frustrée de pas lire assez, je crois, en ce moment. Ah ouais. Ou alors un roman qui t'a marqué en jeunesse.
Il y en aurait trop là de choisir. Trop, ouais. Là de choisir, j'ai mon ventre qui se serre. Et sinon, une émission, un podcast, ou c'est quoi ton dernier podcast? Ouais, aujourd'hui, ce qui me nourrit et ce que je prends le temps de faire, parce que comme tu le disais dans l'intro, ouais, tu cours. Quand je fais mes footings, on en a parlé tous les deux, c'est le podcast de Pauline Léniaud, qui s'appelle Le Gratin, rendez-vous avec le succès, qui est très très inspirant à plein de niveaux. En fait, c'est donc une entrepreneur qui a monté sa boîte de joaillerie en ligne, Gemio, qui interviewe plein de personnes qui ont qu'elle considère avoir eu du succès professionnel. Et c'est pas forcément des entrepreneurs, mais ça l'est quand même à 90%. Mais dans des secteurs très très variés. Oui, parce qu'on peut entendre une sportive. Une sportive de haut niveau, un coach, Harry Roselmack. Hier, j'écoutais celui de Laure de Sagazan, donc créatrice de robes de mariée. Enfin, voilà, on navigue dans plein d'univers. Donc quand on est un peu curieux, c'est génial parce que on est dans les coulisses de certaines choses. Donc il y a un petit côté fouine, j'adore. Et après, à chaque fois, il y a des problématiques qui sont propres à tous, qui sont universelles. Je pense dès qu'on commence à monter sa boîte ou dans des projets très entrepreneuriaux, même si on n'est pas dans sa propre boîte, qui sont d'organisation, de management, de bien-être au travail, de développement, de croissance, de difficultés économiques, de plein de choses. Et à chaque fois, en fait, moi, j'en retire toujours des leçons. Et maintenant, je prends toujours 2-3 notes à l'issue de l'émission, quel que soit finalement le sujet. Parce que je trouve ça vraiment il y a une belle très liberté riche. de ton en plus. Les entrepreneurs souvent se livrent. Elle arrive à créer un vrai climat de confiance. C'est génial. Et t'apprends des trucs. Enfin, tu me dis, mais là, il livre des vraies infos de stratégie. Et je trouve ça génial. C'est gratuit. Tu peux le trouver sur toutes les plateformes de podcast. C'est top. Et une dernière question, ou une ou deux questions pour finir. Est-ce qu'il y a des idées reçues dans le monde du vin contre lesquelles tu aimerais lutter? Est-ce que... T'as quelque chose en tête, je pense. Non, la couleur du rosé, tu vois. Non, j'en sais rien, je dis ça parce que comme ça, c'est mon actualité. Il y en a plein. Après, est-ce que j'ai envie de lutter contre? Je sais pas, mais en tout cas, dès que je me retrouve dans un débat, forcément, j'ai envie de montrer qu'on peut s'ouvrir un peu. Mais pour faire un peu d'humour, mais quand même passer le message, faut arrêter de boire du vin rouge avec du fromage, quoi. Papa, ça c'est pour toi. Du Bordeaux et du Camembert. Mais non, mais tenter. Après, évidemment, j'ai mes idées et j'ai envie de dire, tu vois, rien que ça, le fromage avec le rouge qui tâche, bien tannique, avec un petit fromage Erika, c'est une hérésie gustative. Et en même temps, si ça te fait plaisir. Voilà. En fait. C'est ça, c'est beau, ça c'est un beau message de conclusion. Si ça te fait plaisir. Donc je vais commencer à décider, je suis quand même française et je vais quand même essayer de débattre et passer mon message. Mais après tout, je vais sourire parce que la personne en face, c'est son kiff de sortir son rouge avec son fromage et c'est bien aussi en fait. Et tant mieux. Voilà. Super Aurélie, merci d'avoir accepté ce podcast. Je suis hyper content. Yann. À bientôt. À très vite. Au service du vin. C'est quand même bon l'effet que ça fait. Salut les petits loups, c'était top de faire cette interview avec Aurélie. Merci d'avoir écouté jusque-là et merci à tous ceux qui vont dire oui au service du vin. Encore merci Aurélie de t'être prêtée au jeu. Spécial merci aussi à Philippe, à Nicolas, à Romain, qui d'une manière ou d'une autre m'aident directement dans cette aventure. C'est vraiment sympa d'être là. Si ça te plaît, si t'es content, pour que ça existe, dis-le au monde qu'il se passe quelque chose au service du vin. Le mieux, c'est encore que tu nous mettes 5 étoiles, ou ça nous met la gouache à fond et ça donne envie de continuer. Des retours, une sensation à partager, des envies, des sujets ou des suggestions d'invités, dis-le-moi en commentaire s'il te plaît. Je serai ravi de te lire. Si jamais tu veux me contacter sur Insta, @Yann Diolo, Y-A-2-N D-I-O-L-O. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là. À très vite. Attends, reviens, j'enregistre. Non, on fait silence.
bouteille, sacrée bouteille.